Bonjour! Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire et comme cadeau j'ai décidé de vous faire une lecture d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Deep Green Resistance, un mouvement pour sauver la planète, tome 2. J'ai déjà fait une lecture du tome 1 et bon, je suis follement amoureuse de Derrick Jensen, mais aussi de Lee Erkis et de Harik McBay et voilà, je trouve ce tome-là encore plus intéressant parce qu'il parle de résistance active, de résistance plus violente aussi. Et voilà, c'est un tome qui fait un peu plus peur, mais que je trouve très intéressant en ce moment. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi faire ça le jour de son anniversaire? C'est un peu triste comme anniversaire, c'est sûr. Mais d'un autre côté, je ne vois pas quoi faire d'autre en ce moment. Voilà, que de me consacrer à ce genre de lecture. Voilà, donc je vais vous lire un extrait. J'ai choisi un chapitre. Euh, J'ai choisi un chapitre, j'aimerais vous en lire plus. Peut-être demain, si je peux, je vous en lirai plus. Mais je voulais commencer par un chapitre qui s'appelle La guerre écologique décisive. Provoquer la chute, scénario d'effondrement. À ce moment précis de notre histoire, les perspectives à court terme ne sont guère réjouissantes pour l'ensemble des êtres humains. Certaines sont meilleures, d'autres sont pires, et à long terme, il y en a même de très bonnes, mais dans l'immédiat, nous sommes mal partis. Je ne vais pas vous mentir, l'heure n'est plus au discours faussement optimiste. La seule manière de déterminer la meilleure issue possible consiste à affronter honnêtement notre sombre situation, à ne pas nous laisser hypnotiser par de faux espoirs. L'humanité, notamment à cause de la civilisation, s'est engouffrée dans une impasse. En tant que société, nous sommes dépendants de l'exploitation inexorable de quantités finies de pétrole, de sol et d'eau. L'agriculture industrielle, et avant elle l'agriculture céréalière annuelle, nous a placés dans le cercle vicieux d'une croissance démographique incessante, couplée à un épuisement des ressources planétaires. Nous avons depuis longtemps dépassé la capacité de charge de la planète, tandis que le fonctionnement quotidien de la civilisation ne fait qu'aggraver la situation. Les principaux responsables de ce désastre sont les puissants, les plus riches, les États et les entreprises. Cependant, ces conséquences, ainsi que la responsabilité d'y faire face, nous concernent tous, y compris les non-humains. Techniquement, il n'est pas trop tard pour établir un programme de décroissance urgente qui consisterait à limiter les naissances afin de diminuer la population, à ramener la consommation de combustibles fossiles à zéro, à remplacer les monocultures agricoles par des polycultures pérennes et à mettre un terme à la pêche intensive et à la consomption ou destruction industrielle des derniers espaces sauvages. Aucune raison physique ne nous empêche de commencer tout cela dès demain, d'endiguer l'emballement climatique mondial, d'inverser la surexploitation des ressources, l'érosion des sols, l'épuisement des aquifères, de raviver toutes les espèces et tous les biomes actuellement au bord du gouffre. Aucune raison physique ne nous empêche d'agir de manière responsable et de régler ces problèmes. Aucune loi physique ne nous en empêche. Cependant, socialement et politiquement, nous savons que ce n'est qu'un vœu pieux. Des systèmes de pouvoir matériel rendent tout cela impossible. Les puissants retirent bien trop d'argent et de privilèges de la destruction de la planète. Nous ne sauverons pas la planète, ni l'avenir de notre espèce sans combattre. Quelles options s'offrent à nous et quelles en seraient les répercussions? Afin de répondre à cette question, voici 3 scénarios illustrant différentes possibilités. Un premier dans lequel aucune résistance significative ou décisive ne voit le jour, un deuxième où une résistance partielle se met en place au cours d'un effondrement relativement long, et un troisième dans lequel une résistance générale provoque l'effondrement immédiat de la civilisation et des infrastructures industrielles mondiales. Premier scénario, aucune résistance. Sans résistance significative, le business as usual continuera pendant quelques années, mais les dérèglements et les bouleversements économiques seront plus fréquents. D'après les données les plus fiables, les impacts du pic pétrolier se feront ressentir aux alentours de 2025, avec pour incidence un rapide déclin de l'énergie mondiale disponible. En engageant des tentatives désespérées pour extraire les dernières miettes de combustibles fossiles, ce déclin pourrait être retardé, ce qui ne ferait que repousser l'inévitable, aggraver le réchauffement climatique mondial et rendre l'effondrement plus abrupt et plus grave que prévu. Après le pic pétrolier, les prix croissants de l'énergie et la diminution des stocks déstabiliseront les secteurs de l'industrie et du transport, particulièrement à l'échelle internationale. Le déclin énergétique perturbera l'économie en imposant un cycle auto-entretenu de contraction. Les entreprises se retrouveront dans l'impossibilité de rémunérer leurs employés qui n'auront donc plus les moyens d'acheter, incapables de payer leurs dettes et leurs prêts, les propriétaires, les entreprises et les États feront faillite. Ce processus a peut-être déjà commencé. Le commerce international s'effondrera à cause de la dépression économique,
tandis que les coûts de transport et de fabrication augmenteront. Bien qu'il soit probable que le prix du pétrole augmente au cours du temps, il y aura des moments où les contractions entraîneront une diminution de la demande, ce qui fera retomber le prix. Ce pétrole, à bas prix, pourrait ironiquement mais heureusement limiter les investissements dans de nouvelles infrastructures pétrolières. Dans un premier temps, l'effondrement s'apparentera à une récession ou à une dépression classique qui frappera durement les pauvres en raison d'une augmentation du prix des biens de première nécessité comme l'électricité ou le chauffage dans les régions les plus froides. Puis quelques années plus tard, les limites financières seront aussi physiques. La production en série, énergivore, coûteuse, deviendra impossible. En conséquence, l'agriculture industrielle disparaîtra, dépendante d'une importante quantité d'énergie pour les pesticides, les engrais synthétiques, l'irrigation, le carburant des tracteurs, le chauffage des serres, le conditionnement et le transport. Elle se heurtera à de sévères restrictions de la production, causées en premier lieu par une intense compétition pour l'énergie des autres secteurs. Ces difficultés seront en outre exacerbées par l'épuisement des eaux souterraines et des aquifères, l'érosion des sols et les premières manifestations du changement climatique. Cela provoquera une crise alimentaire et économique ressentie principalement par les pauvres, mais au fil du temps, la situation empirera et la production industrielle de nourriture ne suffira plus à alimenter la population. Dans certaines régions, les gens recommenceront à cultiver leur propre nourriture et reconstruiront des systèmes alimentaires locaux soutenables. Ce sera bon signe, mais dans la mesure où l'investissement public sera tardif et insuffisant, la plupart des gens qui n'auront toujours pas pris conscience de l'irréversibilité de l'effondrement ne voudront pas cultiver leurs aliments. L'urbanisation massive du siècle dernier, la destruction du territoire et le changement climatique rendront plus difficile la production personnelle d'aliments. D'ailleurs, la plupart des cultures de subsistance auront été détruites ou déracinées. Les inégalités territoriales empêcheront les gens de produire leur nourriture, comme cela se passe déjà partout dans le monde. Sans résistance organisée, aucune réforme agraire n'adviendra. Les personnes déplacées ne seront en mesure d'accéder à des terres. En fin de compte, la privation généralisée et la faim deviendront endémiques dans de nombreuses régions du monde. Le manque d'énergie nécessaire à l'agriculture industrielle entraînera la réapparition de l'esclavage et de la servitude. L'esclavage ne sort pas de nulle part. Sous la menace des déclins énergétiques et économiques, certains gouvernements s'écrouleront, laissant derrière eux des États en déliquescence. Sans personne pour les en empêcher, des chefs de guerre s'établiront sur leurs décombres. D'autres gouvernements, cherchant désespérément à garder le pouvoir face au soulèvement civil et à d'audacieux séparatistes, deviendront férocement autoritaires. C'est rigolo, ça fait penser un peu à la Catalogne. Dans un monde de ressources décroissantes mais cruciales, les gouvernements se feront plus agressifs. Nous assisterons à la mise en place de formes modernes d'autoritarisme comme le technofascisme et la féodalité d'entreprise. De plus en plus de riches fuiront vers des enclaves privées et bien défendues qui n'auront rien d'apocalyptique. Elles ressembleront plutôt à des paradis écologiques avec des jardins bio bien entretenus, des lacs privatisés aux eaux limpides et des refuges pour animaux sauvages. En parallèle, les pauvres verront leurs conditions empirer. Les millions de réfugiés provoqués par l'effondrement économique et énergétique se retrouveront dans des situations précaires. Dans certaines zones instables, l'afflux de réfugiés surchargera les capacités des services de base et causera un effondrement local, générant ainsi de nouvelles vagues de migrants fuyant les épicentres du désastre. Par endroits, les réfugiés seront refoulés par des forces armées. Ailleurs, le racisme et la discrimination serviront d'excuses aux détenteurs de l'autorité pour placer les personnes marginalisées et dissidentes dans des colonies spéciales, garantissant ainsi davantage de ressources aux privilégiés. Seuls les plus désespérés seront candidats aux travaux manuels dangereux et dégradants indispensables au maintien de l'industrie une fois que les réserves d'énergie auront chuté. Par conséquent, les puissants considéreront les communautés autonomes et autosuffisantes comme une menace. Ils les interdiront ou les détruiront. Le progrès technologique ne s'arrêtera pas pour autant. Il poursuivra sa course cas à cas dans un monde où les disparités seront de plus en plus marquées. Les moins bien lotis seront incapables de subvenir à leurs besoins indispensables, tandis que des nantis essaieront de conserver leurs privilèges, profitant même de certains progrès technologiques dont la plupart seront destinés à renforcer la supériorité des gouvernants dans un monde de plus en plus peuplé et conflictuel. Les technofascistes développeront et perfectionneront des dispositifs de contrôle social, déjà en cours d'essai à l'heure actuelle, des drones autonomes pour surveiller et tuer, des systèmes de contrôle de foule par micro-ondes, des scanners assistés d'IRM pour détecter les mensonges de manière infaillible et même pour lire dans les pensées et torturer. Non seulement on n'observera aucune résistance organisée, mais avec le temps, les technofascistes seront de plus en plus outillés pour détruire la résistance, même dans ses plus simples manifestations.
Les fenêtres d'opportunités permettant de résister finiront par se refermer totalement. D'ici à la moitié du XXIe siècle, les technofascistes disposeront de technologies de coercition et de surveillance qui feront passer les plus expérimentés des membres de la Stasi ou des SS pour des amateurs. Pardon, j'ai oublié la liaison, pour des amateurs. Tous les gouvernements ne prendront pas ce tournant, bien entendu. Mais les plus autoritaires, ceux qui continueront impitoyablement à exploiter le peuple et les ressources sans se soucier des conséquences, disposeront comme bon leur semble de leurs voisins et des États en faillite. Il n'y aura personne pour les arrêter. Si vous avez pour voisin un État fasciste avide de ressources, peu importe que vous soyez l'éco-village le plus soutenable de la planète. Il faut se rappeler que les Indiens, par exemple, n'ont pas réussi à se maintenir malgré leur soutenabilité. La quête désespérée d'énergie des puissances industrielles les amènera à supprimer les maigres réglementations environnementales et sociales restantes. Les pires pratiques deviendront courantes, comme le forage en mer et dans les espaces sauvages, ou l'extraction de charbon à ciel ouvert. Les dernières parcelles d'énergie fossile seront dévorées. Ces exploitations prolongeront l'existence de la civilisation industrielle de quelques mois ou de quelques années, mais les dommages écologiques seront quant à eux irréversibles. Sans mouvement de résistance, tout ceci se déroulera sans accroc. On observera également des investissements dans les énergies renouvelables industrielles, bien que tardifs, et entravés par de nombreux défis économiques comme les banqueroutes des gouvernements ou les coupes budgétaires. D'autre part, les lignes de transmission à longue distance qui s'avéreront insuffisantes s'effondreront. Leur remplacement et leur modernisation seront difficiles et coûteux. En fin de compte, la production d'électricité industrielle dite renouvelable, qui ne constituera qu'une toute petite fraction de celle produite par le pétrole, sera inadaptée au fonctionnement des tracteurs, camions et autres véhicules de ce genre. En conséquence, l'énergie renouvelable n'aura qu'un faible effet modérateur sur les déclins énergétiques. Il faudra d'ailleurs des années avant de rentabiliser toute l'énergie investie dans ces nouvelles infrastructures. Les transformations massives des infrastructures aggraveront le déclin énergétique en diminuant la quantité d'énergie disponible pour les activités quotidiennes. L'allocation de ressources énergétiques limitées fera l'objet d'une lutte permanente au cours de crises successives. On organisera des rationnements pour éviter les émeutes, mais la majeure partie de l'énergie provenant de n'importe quelle source ira au gouvernement, à l'armée, aux industries et aux riches. Toutes les tentatives de refonte générale des infrastructures, pour mettre en place un système industriel basé sur l'hydrogène par exemple, ce qui ne changerait rien à nos problèmes, seront impossibles en raison des contraintes énergétiques. L'utilisation de biocarburants décollera dans de nombreuses régions, en dépit de leur faible taux de retour énergétique, le ratio étant meilleur dans les pays tropicaux. Ce qui reste de forêts tropicales sera massivement déboisé afin de développer cette production. Les forêts elles-mêmes seront parfois incinérées en grande quantité pour la production d'énergie à partir de la biomasse. Puisque la plupart des plantations ne seront pas en mesure de s'équiper en machinerie lourde, leur exploitation reposera sur l'esclavage et la servitude, sous le contrôle de gouvernements autoritaires et d'une féodalité industrielle. L'esclavage existe actuellement au Brésil dans le déboisement et la production de charbon à bois à la main à destination des aciéries. La production de biocarburants aura des répercussions mondiales. Il y aura notamment une augmentation du prix de la nourriture, une diminution des ressources en eau disponibles pour autre chose que l'agriculture et une intensification de l'érosion des sols. Dans tous les cas, cette production ne générera qu'une infime partie de l'énergie que la civilisation consommait à l'apogée de l'ère des hydrocarbures. Tout cela aura des conséquences écologiques importantes et immédiates, les océans dévastés par une pêche toujours plus intensive, elle-même destinée à compenser les pénuries alimentaires par l'acidification liée au réchauffement climatique et par l'extinction des coraux seront presque morts. L'augmentation de biocarburants détruira quantité d'espaces encore relativement préservés, provoquant un effondrement de la biodiversité mondiale. Bien que les forêts tropicales comme l'Amazonie produisent le climat humide dont elles ont besoin grâce à leur propre transpiration, une agriculture et un déboisement intensif réduiront celle-ci jusqu'à entraîner une sécheresse permanente. Même là où les forêts ne seront pas dévastées, l'assèchement du climat local suffira à les décimer. Dès lors, l'Amazonie se transformera en désert, tout comme les autres forêts tropicales. Les prévisions varient. Mais il est presque certain que si la majorité des combustibles fossiles restants est extraite et brûlée, le réchauffement climatique s'emballera et deviendra catastrophique. Les pires effets ne seront ressentis que dans plusieurs décennies, lorsque la majeure partie des combustibles fossiles aura été épuisée. Avec l'emballement du changement climatique, la réhabilitation écologique par la restauration de polycultures pérennes et la reforestation deviendra impossible.
La chaleur et la sécheresse transformeront les forêts en source d'émissions de carbone. Les forêts du Nord subiront les assauts de la chaleur, des nuisibles et des maladies. Des incendies inextinguibles s'étendront à l'échelle de continents entiers, faisant passer les feux de forêt du début du XXIe siècle pour des incidents mineurs. Même les pâturages ne survivront pas aux températures extrêmes, car le carbone sera brûlé sur les terres agricoles restantes. Des guerres pour l'accaparement des ressources éclateront entre les États disposant de l'arme nucléaire. Un conflit armé entre les États-Unis et la Russie est moins probable qu'au temps de la guerre froide, mais les superpuissances comme la Chine voudront elles aussi leur part du gâteau. Le changement climatique asséchera d'importantes rivières auparavant alimentées par la fonte des glaciers et des centaines de millions de personnes en Asie du Sud seront menacées par l'élévation du niveau des océans. Disposant de peu de moyens pour équiper et déployer une armée mécanisée ou aérienne, seules les frappes nucléaires apparaîtront comme des actions efficaces pour les États désespérés. Si les guerres pour les ressources se transforment en affrontements nucléaires, les conséquences seront gravissimes. Même en cas de conflit nucléaire mineur entre les pays comme l'Inde et le Pakistan, il suffit que chaque pays largue 50 bombes de la même puissance que celle d'Hiroshima au-dessus des centres urbains pour qu'un hiver nucléaire s'installe. Bien que les retombées létales ne durent que quelques semaines, les effets écologiques seront dramatiques. Des mégatonnes de fumée obscurciront le ciel. Le réchauffement de la stratosphère détruira ce qui reste de la couche d'ozone. La tendance générale au réchauffement sera contrebalancée par une petite ère glaciaire qui s'installera rapidement et durera plusieurs années. Pendant ces périodes, les températures négatives deviendront courantes en été. Une famine de grande ampleur frappera immédiatement le monde entier. Même une petite guerre nucléaire serait déjà apocalyptique. Sachant que la puissance nucléaire de 100 bombes de la taille de celle d'Hiroshima ne représente que 0,03% de l'arsenal mondial. Si de nombreuses bombes plus puissantes sont utilisées, ou des bombes au cobalt, produisant une irradiation à plus long terme et éliminant toute vie en surface, les effets seront encore plus dévastateurs. Peu d'êtres humains y survivront. L'hiver nucléaire sera temporaire, mais les explosions et les incendies enverront d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère, tuant les plantes et empêchant la photosynthèse. En conséquence, après la retombée des cendres, le réchauffement climatique sera immédiat et pire qu'auparavant. Guerre nucléaire ou pas, les perspectives à long terme sont alarmantes. Le réchauffement climatique continuera bien après l'épuisement des combustibles fossiles. Le temps de rétablissement écologique de la planète, si rétablissement il y a, se mesure en dizaines de millions d'années. Ainsi que James Lovelock l'a signalé, un réchauffement majeur pourrait amener la planète vers un tout autre équilibre, plus chaud que le niveau actuel. Les grandes plantes et les animaux ne pourraient probablement survivre que près des pôles, ou peut-être que la planète entière deviendrait totalement inhabitable, avec un climat plus proche de celui de Vénus que de la Terre actuellement. Pour que ce scénario se produise, il suffit que les tendances actuelles se poursuivent, sans qu'on ne leur oppose de résistance notable et efficace. Il suffit que personne ne réagisse pour que le mal l'emporte. Mais ce futur n'est pas inévitable. Voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire. Je vous conseille vivement la lecture de ce livre et j'essaierai de vous en lire un autre extrait dans les jours qui viennent. Voilà. Bon anniversaire.